Écrire n'est certainement pas imposer une forme d'expression à une matière vécue. La littérature est plutôt du côté de l'informe ou de l'inachèvement, comme Gombrowicz l'a dit et fait. Écrire est une affaire de devenir, toujours inachevé, toujours en train de se faire, et qui déborde toute matière vivable ou vécue. C'est un processus, c'est-à-dire un passage de vie qui traverse le vivable et le vécu. L'écriture est inséparable du devenir. En écrivant, on devient femme, on devient animal ou végétal, on devient molécule jusqu'à devenir imperceptible. Ces devenirs s'enchaînent les uns aux autres, suivant une lignée particulière, comme dans un roman de Leclésio, ou bien coexistent à tous les niveaux, suivant des portes, seuils et zones qui composent l'univers entier, comme dans l'œuvre puissante de Lovecraft. Le devenir ne va pas dans l'autre sens, et l'on ne devient pas homme pour autant que l'homme se présente comme une forme d'expression dominante qui prétend s'imposer à toute matière, tandis que femme, animal ou molécule ont toujours une composante de fuite qui se dérobe à leur propre formalisation. La honte d'être un homme. Y a-t-il une meilleure raison d'écrire? Mais quand c'est une femme qui devient, elle a à devenir femme, et ce devenir n'a rien à voir avec un état dont elle pourrait se réclamer. Devenir n'est pas atteindre à une forme, identification, imitation, mimésis, mais trouver la zone de voisinage, d'indiscernabilité ou d'indifférenciation, telle qu'on ne peut plus se distinguer d'une femme, d'un animal ou d'une molécule. Non pas imprécis ni généraux, mais imprévus, non préexistants, d'autant moins déterminés dans une forme qu'ils se singularisent dans une population. On peut instaurer une zone de voisinage avec n'importe quoi, à condition d'en créer les moyens littéraires, comme avec Laster, d'après André Dhôtel. Entre les sexes, les genres ou les règnes, quelque chose passe. Le devenir est toujours entre ou parmi, femme entre les femmes ou animal parmi d'autres. Mais l'article indéfini n'effectue sa puissance que si le terme qu'il fait devenir est par lui-même dessaisi des caractères formels qui font dire le, la, l'animal que voici, etc. Quand Leclésio devient indien, c'est un indien toujours inachevé, qui ne sait pas cultiver le maïs ni tailler une pirogue. Il entre dans une zone de voisinage, plutôt qu'il n'acquiert des caractères formels. De même, selon Kafka, le champion de nage qui ne savait pas nager. Toute écriture comporte un athlétisme, mais loin de réconcilier la littérature avec les sports ou de faire de l'écriture un jeu olympique, cet athlétisme s'exerce dans la fuite et la défection organique. Un sportif au lit, disait Michaud. On devient d'autant plus animal que l'animal meurt, et contrairement à un préjugé spiritualiste, c'est l'animal qui sait mourir et en a le sens ou le pressentiment. La littérature commence avec la mort du porc épic, suivant Lawrence, ou la mort de la taupe, suivant Kafka. Ouvrez les guillemets. Nos pauvres petites pattes rouges, tendues en geste de tendre pitié. Fermez les guillemets. On écrit pour les veaux qui meurent, disait Moritz. La langue se doit d'atteindre à des détours féminins, animaux, moléculaires, et tout détour est un devenir mortel. Il n'y a pas de ligne droite, ni dans les choses, ni dans le langage. La syntaxe est l'ensemble des détours nécessaires, chaque fois créés pour révéler la vie dans les choses. Écrire n'est pas raconter ses souvenirs, ses voyages, ses amours et ses deuils, ses rêves et ses fantasmes. C'est la même chose de pécher par excès de réalité ou d'imagination. Dans les deux cas, c'est l'éternel papa-maman, structure oedipienne qu'on projette dans le réel ou qu'on introjette dans l'imaginaire. C'est un père qu'on va chercher au bout du voyage, comme au sein du rêve, dans une conception infantile de la littérature. On écrit pour son père-mère.
Marthe Robert a poussé jusqu'au bout cette infantilisation, cette psychanalysation de la littérature, en ne laissant pas d'autre choix aux romanciers que bâtards ou enfants trouvés. Même le devenir animal n'est pas à l'abri d'une réduction oedipienne, du genre mon chat, mon chien. Comme dit Lawrence, si je suis une girafe, et les Anglais ordinaires qui écrivent sur moi de gentils chiens bien élevés, tout est là, les animaux sont différents. Vous détestez instinctivement l'animal que je suis. En règle générale, les fantasmes ne traitent l'indéfini que comme le masque d'un personnel ou d'un possessif. Un enfant est battu se transforme vite en mon père m'a battu. Mais la littérature suit la voie inverse et ne se pose qu'en découvrant sous les apparentes personnes la puissance d'un impersonnel qui n'est nullement une généralité, mais une singularité au plus haut point, un homme, une femme, une bête, un ventre, un enfant. Ce ne sont pas les deux premières personnes qui servent de condition à l'énonciation littéraire. La littérature ne commence que lorsque naît en nous une troisième personne qui nous dessaisit du pouvoir de dire je, le neutre de Blanchot. Certes, les personnages littéraires sont parfaitement individués et ne sont ni vagues ni généraux, mais tous leurs traits individuels les élèvent à une vision qui les emporte dans un indéfini, comme un devenir trop puissant pour eux. Achab est la vision de Moby Dick. L'avare n'est nullement un type, mais au contraire, ses traits individuels, aimer une jeune femme, etc., le font accéder à une vision. Il voit l'or, de telle manière qu'il se met à fuir sur une ligne de sorcière où il gagne la puissance de l'indéfini. Un avare, de l'or, encore de l'or. Il n'y a pas de littérature sans fabulation, mais, comme Bergson a su le voir, la fabulation, la fonction fabulatrice, ne consiste pas à imaginer ni à projeter un moi. Elle atteint plutôt à ses visions, elle s'élève jusqu'à ses devenirs ou puissances. On n'écrit pas avec ses névroses. La névrose, la psychose ne sont pas des passages de vie, mais des états dans lesquels on tombe quand le processus est interrompu, empêché, colmaté. La maladie n'est pas processus, mais arrêt du processus, comme dans le cas Nietzsche. Aussi l'écrivain, comme tel, n'est-il pas malade, mais plutôt médecin, médecin de soi-même et du monde. Le monde est l'ensemble des symptômes dont la maladie se confond avec l'homme. La littérature apparaît alors comme une entreprise de santé. Non pas que l'écrivain ait forcément une grande santé, il y aurait ici la même ambiguïté que dans l'athlétisme, mais il jouit d'une irrésistible petite santé qui vient de ce qu'il a vu et entendu des choses trop grandes pour lui, trop fortes pour lui, irrespirables, dont le passage l'épuise, en lui donnant pourtant des devenirs qu'une grosse santé dominante rendrait impossibles. De ce qu'il a vu et entendu, l'écrivain revient les yeux rouges, les tympans percés. Quelle santé suffirait à libérer la vie partout où elle est emprisonnée par et dans l'homme, par et dans les organismes et les genres? C'est la petite santé de Spinoza, pour autant qu'elle dure, témoignant jusqu'au bout d'une nouvelle vision à laquelle elle s'ouvre au passage. La santé comme littérature, comme écriture, consiste à inventer un peuple qui manque. Il appartient à la fonction fabulatrice d'inventer un peuple. On n'écrit pas avec ses souvenirs, à moins d'en faire l'origine ou la destination collective d'un peuple à venir, encore enfoui sous ses trahisons et reniements. La littérature américaine a ce pouvoir exceptionnel de produire des écrivains qui peuvent raconter leurs propres souvenirs, mais comme ceux d'un peuple universel, composé par les immigrés de tous les pays. Thomas Wolfe couche par écrit toute l'Amérique, autant qu'elle peut se trouver dans l'expérience d'un seul homme. Précisément,
Ce n'est pas un peuple appelé à dominer le monde. C'est un peuple mineur, éternellement mineur, pris dans un devenir révolutionnaire. Peut-être n'existe-t-il que dans les atomes de l'écrivain, peuple bâtard, inférieur, dominé, toujours en devenir, toujours inachevé. Bâtard ne désigne plus un état de famille, mais le processus ou la dérive des races. Je suis une bête, un nègre de race inférieure de toute éternité. C'est le devenir de l'écrivain. Kafka pour l'Europe centrale, Melville pour l'Amérique, présente la littérature comme l'énonciation collective d'un peuple mineur, ou de tous les peuples mineurs, qui ne trouvent leur expression que par et dans l'écrivain. Bien qu'elle renvoie toujours à des agents singuliers, la littérature est agencement collectif d'énonciation. La littérature est délire, mais le délire n'est pas affaire du père-mère. Il n'y a pas de délire qui ne passe par les peuples, les races et les tribus, et ne hante l'histoire universelle. Tout délire est historico-mondial, déplacement de races et de continents. La littérature est délire, et à ce titre joue son destin entre deux pôles du délire. Le délire est une maladie, la maladie par excellence, chaque fois qu'il érige une race prétendue pure et dominante. Mais il est la mesure de la santé quand il invoque cette race bâtarde, opprimée, qui ne cesse de s'agiter sous les dominations, de résister à tout ce qui écrase et emprisonne, et de se dessiner en creux dans la littérature comme processus. Là encore, un état maladif risque toujours d'interrompre le processus ou devenir. Et l'on retrouve la même ambiguïté que pour la santé et l'athlétisme. Le risque constant qu'un délire de domination ne se mélange au délire bâtard et n'entraîne la littérature vers un fascisme larvé, la maladie contre laquelle elle lutte, quitte à la diagnostiquer en elle-même et à lutter contre elle-même. But ultime de la littérature, dégager dans le délire cette création de santé ou cette invention d'un peuple, c'est-à-dire une possibilité de vie. Écrire pour ce peuple qui manque. Pour signifie moins à la place de que à l'intention de. Ce que fait la littérature dans la langue apparaît mieux. Comme dit Proust, elle y trace précisément une sorte de langue étrangère, qui n'est pas une autre langue, ni un patois retrouvé, mais un devenir autre de la langue, une minoration de cette langue majeure, un délire qui l'emporte, une ligne de sorcière qui s'échappe du système dominant. Kafka fait dire aux champions de nage « Je parle la même langue que vous, et pourtant je ne comprends pas un mot de ce que vous dites. » Création syntaxique, style, tel est ce devenir de la langue. Il n'y a pas création de mots, il n'y a pas de néologisme qui vaille, en dehors des effets de syntaxe dans lesquels il se développe. Si bien que la littérature présente déjà deux aspects, dans la mesure où elle opère une décomposition ou une destruction de la langue maternelle, mais aussi l'invention d'une nouvelle langue dans la langue, par création de syntaxe. La seule manière de défendre la langue, c'est de l'attaquer. Chaque écrivain est obligé de se faire sa langue. On dirait que la langue est prise d'un délire qui la fait précisément sortir de ses propres sillons. Quant au troisième aspect, il vient de ce qu'une langue étrangère n'est pas creusée dans la langue même, sans que tout le langage à son tour ne bascule, ne soit porté à une limite, à un dehors ou un envers, consistant en vision et audition qui ne sont plus d'aucune langue. Ces visions ne sont pas des fantasmes, mais de véritables idées que l'écrivain voit et entend dans les interstices du langage, dans les écarts de langage. Ce ne sont pas des interruptions du processus, mais des haltes qui en font partie, comme une éternité qui ne peut être révélée que dans le devenir, un paysage qui n'apparaît que dans le mouvement. Elles ne sont pas en dehors du langage,
elles en sont le dehors. L'écrivain, comme voyant et entendant, but de la littérature. C'est le passage de la vie dans le langage qui constitue les idées. Ce sont les trois aspects perpétuellement en mouvement chez Artaud, la lutte des lettres dans la décomposition du langage maternel, R, T, etc. Leur reprise dans une nouvelle syntaxe ou de nouveaux noms à portée syntaxique, créateurs d'une langue. Les mots soufflent enfin, limite asyntaxique où tend tout langage. Et Céline, nous ne pouvons pas nous empêcher de dire, si sommaire que nous le sentions, le voyage ou la décomposition de la langue maternelle. Mort à crédit est la nouvelle syntaxe, comme une langue dans la langue. Guignol's bande et les exclamations suspendues, comme limite du langage, vision et sonorité explosive. Pour écrire, peut-être faut-il que la langue maternelle soit odieuse, mais de telle façon qu'une création syntaxique y trace une sorte de langue étrangère, et que le langage tout entier révèle son dehors, au-delà de toute syntaxe. Il arrive qu'on félicite un écrivain, mais lui sait bien qu'il est loin d'avoir atteint la limite qu'il se propose et qui ne cesse de se dérober, loin d'avoir achevé son devenir. Écrire, c'est aussi devenir autre chose qu'écrivain. À ceux qui lui demandent en quoi consiste l'écriture, Virginia Woolf répond « Qui vous parle d'écrire ?» L'écrivain n'en parle pas, soucieux d'autre chose. Si l'on considère ces critères, on voit que, parmi tous ceux qui font des livres à intention littéraire, même chez les fous, très peu peuvent se dire écrivains.